L'échiquier international, bienvenue à vous. Les témoignages pleuvent concernant l'apocalypse qui s'abat sur Gaza depuis plus de 22 mois. Voici ce que rapporte par exemple le docteur américain Tania Hadj Hassan, pédiatre qui a effectué plusieurs missions au sein de l'enclave palestinienne, notamment à Dar al-Balah. Elle nous dit des familles entières ont disparu des registres de Gaza. Je me souviens de Siwar, 6 ans, intubé en soins intensifs pour un grave traumatisme crânien. Son petit frère toujours porté disparu. Je me souviens de sa mère assise à côté d'elle, des larmes qui coulent sur son visage, demandant quel était son crime. Je me souviens d'une femme au regard vide, incapable de parler, qui avait accouché une semaine plus tôt et n'avait pas trouvé son bébé de 7 jours. Je me souviens de Siwar, intubé aux soins intensifs pour un grave traumatisme crânien. Son petit frère toujours porté disparu. Je me souviens de sa mère assise à côté d'elle, les larmes aux yeux, qui demandait quel était son crime. Ou encore Mohamed, 5 ans, victime d'une blessure pénétrante à la tête, probablement un coup de feu, qui est mort aux urgences parce qu'il n'y avait pas de lit dans l'unité de soins intensifs. Il n'avait pas de famille survivante connue pour récupérer son corps et a été emmené à la morgue par l'équipe médicale. On le voit, les témoignages sont durs et encore, ce sont des témoignages non exhaustifs par rapport à l'apocalypse qui s'abat sur la population palestinienne depuis plus de 22 mois maintenant. On va bien sûr parler d'autres témoignages. Les mots manquent, des témoins qui viennent aussi mettre à mal la propagande sioniste. Les sionistes ne veulent pas de témoins. Justement, un ce soir a bien voulu nous rapporter ce qu'il a vu. Un témoin qui a été empêché de pénétrer à Gaza pour une seconde mission mercredi dernier. On recueillera son témoignage et c'est tout de suite. Les travailleurs humanitaires et les médecins deviennent des sources de témoignages précieux pour ceux qui se pencheront sur la question du génocide à Gaza. L'entité sioniste tente d'empêcher ou rendre les conditions d'entrée impossibles pour des futurs témoins oculaires. Désormais, certains se voient même refuser l'accès à la bande de Gaza, comme notre invité du jour. Il s'agit du docteur Catherine Le Scolan-Kéré. Bonsoir. Bonsoir. Médecin généraliste à Rennes, dans l'ouest de la France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de transmettre. Alors, mercredi dernier, vous deviez vous rendre, vous, dans la bande de Gaza pour une seconde mission humanitaire de 3 semaines. L'accès vous a été refusé. Quelle justification vous a été avancée par les autorités coloniales ? Aucune. Israël ne donne jamais aucune raison au refus. Donc je me suis rendue à Amman mardi dernier pour entrer dans la bande de Gaza jeudi 21 août. On a eu une dernière réunion avec l'OMS, une réunion de préparation pour entrer dans la bande de Gaza le mercredi à 15h. Et vers 17h, la réponse du COGAT est tombée. On était refusés. Ils ont refusé l'entrée de 2 médecins, ils ont autorisé l'entrée d'un infirmier, mais en fait, ils ont refusé tous les médecins de toutes les ONG pour l'entrée du 21 août, en prévision d'un massacre encore plus grand et dont on a eu la preuve hier à l'hôpital Nasser. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on refuse juste avant des massacres ou des bombardements de haute intensité qu'il y ait des témoins comme vous. Il y a régulièrement dans toutes les missions, il y a régulièrement des médecins de refusés. Il y a 6 mois, quand je suis entrée dans la bande de Gaza, le 21 novembre 2024, on était 15 la veille médecins à devoir entrer dans la bande de Gaza. À minuit, on a reçu un mail du COGAT, il y avait 4 médecins de refusés. Le lendemain matin, on est parti à 11 au pont Allenby pour entrer en Israël. Il y a encore eu 2 médecins de refusés. Donc au final, au lieu de 15, on est rentré à 9 dans la bande de Gaza. Ça, c'était il y a 6 mois. Ensuite, à chaque mission, il y a toujours des médecins de refusés, mais avant les grandes offensives, avant de massacrer encore plus les gens, ils refusent carrément tous les ONG, tous les médecins de toutes les ONG, comme ils ont fait en mars dernier, en mars 2025, quelques jours avant de briser le cessez-le-feu, ils ont bloqué toutes les missions humanitaires. Et là, le 21 août, ils ont refait la même chose.
D'ailleurs, l'hôpital où vous deviez vous rendre pour ce séjour humanitaire, l'hôpital Khan Younes, a été bombardé hier. Un établissement de santé que vous connaissez bien, je crois, pour y avoir un peu travaillé. Mm. Oui, j'ai vécu 15 jours dans cet hôpital. J'ai travaillé 2 semaines aux urgences et je dormais dans l'hôpital. Donc les lieux, je les connais, hein. Les endroits qui ont été bombardés hier, je passais devant tous les jours. Je travaillais juste à côté. Les journalistes qui ont été abattus, les journalistes étaient souvent en face de l'entrée des urgences. C'était des journalistes, c'est pas des, voilà, ils faisaient leur métier. Il y a déjà eu un bombardement avec des journalistes de tués devant l'hôpital Nasser il y a quelques mois. C'est pas la première fois que l'hôpital est bombardé. Qu'est-ce que vous y avez vu? Racontez-nous un tout petit peu votre expérience, vous, en tant que médecin française, dans ces conditions de guerre. Vous avez sans doute vu beaucoup de choses. Votre vision de Gaza a sans doute changé, même par rapport aux médecins palestiniens, eux qui travaillent dans des conditions dont les qualificatifs nous manquent pour tenter de décrire leur mission au quotidien. Racontez-nous un peu votre expérience. Moi, j'ai travaillé aux urgences à l'hôpital Nasser. Il y a 3 secteurs, un secteur vert, un secteur jaune d'hospitalisation, un secteur rouge intensif. Comme je suis médecin généraliste, moi, je travaillais dans le secteur qui équivalait à un dispensaire de soins courants. Et j'ai travaillé en binôme avec un autre jeune médecin palestinien qui pratiquait une médecine, enfin, on pratiquait la même médecine. Et toutes les nuits, j'entendais les bombardements. Toutes les nuits, je voyais les morts arriver à la morgue de l'hôpital. Moi, je dormais dans le bloc de la maternité. J'ai vu un matin un papa sortir avec un petit linceul de 50 centimètres. Il y avait des dizaines de morts tous les jours, mais c'était sans comparaison avec ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant est encore plus apocalyptique, on va dire. Mon collègue Youssef Al-Farah, un jeune médecin de 25 ans, travaille tous les jours aux urgences depuis 22 mois et il me décrit ses journées. C'est très, très souvent qu'il soigne 50 à 55 blessés par jour. C'est très souvent qu'il voit des enfants de 3 ans, de 4 ans mourir sous ses yeux par terre, sans bras, sans jambes, sans antalgiques, sans lit pour les faire mourir, sans place aux soins intensifs parce que c'est saturé, sans place au bloc opératoire parce qu'ils sont saturés, des enfants qui pourraient être sauvés ailleurs et qui meurent sous ses yeux. Au sein des médias occidentaux, on glose beaucoup sur la terminologie de génocide. Alors, on essaye de nous redonner précisément la définition. Alors, ça tend à faire disparaître une population par rapport à son origine ou son ethnie ou sa religion, peu importe. Vous, qu'avez-vous vu à Gaza? Est-ce que vous direz que on veut délibérément faire disparaître réellement une population, comme certains tentent de nous faire croire, ou plutôt vous diriez que c'est juste des victimes collatérales dues à des conditions de guerre? Bien sûr, Israël veut tuer tous les Gazaouis, tous les Gazaouis. Il n'y a aucune zone en sécurité, il n'y a aucune place safe, ils appellent ça. Tout le monde est en danger dans tous les endroits de la bande de Gaza. Ils tirent sur tout le monde. Ils ont bombardé le café Al-Baka le 30 juin sans prévenir. Ils ont tué 80% des jeunes qui étaient dans le café. À chaque fois, ils disent cibler des membres du Hamas. À chaque fois, Israël dit on va ouvrir une enquête. On est désolé de tuer autant de milliers de gens. Et je ne sais pas comment des criminels peuvent avoir le droit d'ouvrir une enquête. Tout le monde est menacé à Gaza. Aucune personne n'est en sécurité. Vous avez notamment des collègues américains qui, eux, ont effectué plusieurs missions à Gaza, comme ce chirurgien orthopédiste de Chicago qui a effectué en tout 6 missions à Gaza et pour l'heure se voit refuser l'accès. Il espère rentrer à Gaza en septembre prochain. Qu'est-ce que vous disent vos collègues américains ou d'autres collègues occidentaux ou étrangers sur la situation à Gaza? On veut tous y retourner. Une fois qu'on est allé faire une première mission, tous les médecins que je connais veulent y retourner. On a tous plus ou moins été bloqués au moins une fois. En général, c'est difficile d'y retourner quand on a été bloqué une fois parce qu'on ne connaît pas la raison. Israël ne nous la donne jamais. Plus on s'exprime peut-être
plus on témoigne, plus on est empêché d'y retourner. Mais on est tous déterminés à continuer, tous, de tous les pays. Vous êtes médecin généraliste, on le rappelle, vous êtes un professionnel de santé, cuirassé face à la souffrance en général due à votre formation, mais l'expérience gazaoui, que vous a-t-elle apprise? Ça donne une belle leçon de vie. Ça donne, parce que j'ai découvert des gens très souriants, qui n'ont pas un seul mot de haine sur Israël, qui veulent simplement vivre en paix comme tout le monde, comme nous en France, comme dans n'importe quel pays. Des gens qui aspirent à travailler, à avoir un toit sur la tête, à avoir à manger, à nourrir leur famille, qui sont très résilients, qui ont travaillé dans la bonne humeur. C'est souvent le cas quand on travaille dans des situations difficiles, même quand j'étais dans mes études à l'hôpital en France. Quand la situation est difficile, voire dramatique, on a besoin de travailler avec le sourire et c'est ce que j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré des gens très... Euh, très chaleureux, très chaleureux. On avait reçu ici le professeur et chirurgien docteur Oberlin qui nous avait dit que il était impressionné également par le niveau de formation des médecins palestiniens et que c'était peut-être parce qu'il avait parcouru un peu la région, mais il avait dit qu'il était sans doute face aux meilleurs médecins du monde arabe. Malgré les conditions difficiles de formation, malgré les années universitaires tantôt retardées, tantôt annulées, mais quand même la médecine palestinienne est synonyme quand même de résistance. J'ai pas du tout l'expérience du professeur Roberlin, mais ce que j'ai découvert là-bas, c'est que la médecine est la même que chez nous. C'est exactement la même chose. On n'a rien du tout à leur apprendre. Ils sont extrêmement compétents. Ils sont avides d'apprendre. J'ai même eu des cours de dermatologie avec le docteur Assad, le chef du département de dermatologie à l'hôpital Nasser. L'enseignement est excellent, la pratique est excellente, on a des conduites à tenir, et puis ils s'adaptent en fonction des moyens. Quand on n'arrive pas à avoir tous les examens complémentaires, on compose. Quand on n'arrive pas à avoir toutes les molécules, on avise et on trouve toujours une solution, mais ils sont admirables. La médecine est vraiment excellente, excellente. Voilà ce que nous dit un urgentiste australien en mission humanitaire à Gaza. C'était il y a 6 mois. Nous avons amputé cette fille sans anesthésie. D'autres témoignages de médecins américains, comme celui que nous allons voir, illustrent les conditions dans lesquelles travaille l'ensemble du personnel de santé. On regarde et on revient tout de suite après. My message would be that as long as I'm alive and have breath, I won't stop fighting for you and fighting for the people of Gaza. Because this is just not human. This is not right. And so I will fight for you for as long as I have a breath. Témoignage troublant. Il s'agit d'un médecin américain à l'hôpital Nasser de Khan Younes le 25 juillet dernier. Médecin qui s'exprime auprès d'un enfant blessé dans la bande de Gaza. Je traduis son propos. Aussi longtemps qu'un souffle de vie m'anime, je continuerai à me battre pour vous et le peuple de Gaza. Cette situation relève de la barbarie. Elle est moralement intolérable et je demeurerai jusqu'à mon dernier souffle une ardente défenseur de la justice. Alors, docteur Catherine, l'horreur est absolue, le témoignage fait froid dans le dos, mais en même temps, dans cette horreur que les Palestiniens vivent, ils trouvent malgré tout des alliés, voire des frères en humanité, comme vous ou comme ce médecin américain. Il y a quand même une once d'espoir. Je ne sais pas si on pourrait présenter les choses comme ça. Oui, oui. Sur cette fraternité humaine, hein, je parle de la fraternité humaine, bien entendu.
Dans ce drame, on rencontre des personnes comme ce médecin-là. On rencontre des collègues et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vouloir aider. Et ça fait du bien parce qu'on retrouve un petit peu d'humanité. Et c'est ce qu'elle montre au chevet de ce patient-là. Un autre témoignage, c'était en juillet dernier. Il s'agit du docteur palestinien Basel Aleila, médecin à Raza, qui témoigne, lui, de la famine et des difficultés de travail. Il dit « Mon dernier repas remonte à 24 heures avec quelques morceaux de pain ». On profite bien entendu pour rendre hommage à l'ensemble du personnel médical palestinien et étranger. Docteur Catherine, on avait posé la question également à Ronnie Broman avec cette thématique de la famine. On lui avait dit, à votre avis, en tant que médecin, combien peut tenir une population dans des conditions de famine intense? Lui, il dit que les premiers signes de famine commencent à se faire remarquer, sentir, observer. Est-ce que vous avez été témoin de ces symptômes ou syndromes? Quand j'étais à Gaza il y a 6 mois, on avait déjà des bébés qui mouraient de faim. Et puis comme j'étais en hiver, qui mouraient de froid aussi, l'hiver dernier. Au printemps dernier, il y avait déjà les premiers décès des enfants en état de dénutrition sévère. Et là, début juillet, mon collègue m'a dit qu'il voyait arriver aux urgences les premiers décès d'adultes morts de faim sans aucune pathologie sous-jacente, des gens qui arrivent, qui font des morts subites aux urgences parce qu'ils meurent littéralement de faim. L'armée sioniste a aussi assassiné le docteur Moussa Rfafdja, médecin à l'hôpital Nasser, ainsi que toute sa famille, dont ses 3 enfants, frappant leur tente avec un missile dans le sud de la bande de Gaza. C'était le 5 juillet dernier. On a également le cas, et on pense à lui, le cas du docteur Houssam Abou Safiya, pédiatre palestinien arrêté en 2024, après le siège de son hôpital Kamal Adwan, qui est actuellement détenu à la prison sioniste d'Ofer et qui subit des violents passages à tabac. Il se nourrirait que de 2 cuillerées de riz par jour. On voit que l'entité sioniste vise délibérément le personnel médical à Gaza. Normalement, ça devrait être interdit par les lois de la guerre, tout simplement. C'est une violation du droit international humanitaire, clairement. Clairement. Quand on voit des médecins maintenant qui n'arrivent plus à soigner, qui font des malaises parce qu'eux aussi, ils sont sous-alimentés. Donc, ils sont épuisés. Mon collègue, le docteur Alfara, me dit que lui encore, il a de la chance. En étant bénévole aux urgences de l'hôpital là où il travaille, il peut manger l'équivalent de 10 cuillères à soupe de riz par jour, ce que les autres Gazaouis n'arrivent même pas à avoir. Mais c'est clairement, nous, en tant que médecins, on n'a pas le droit de passer du lait infantile dans nos bagages. Il y a vraiment une volonté de famine, une volonté de faire mourir tous les Gazaouis de faim. Avant de vous rendre à Gaza pour votre mission humanitaire ou mission médicale, est-ce que vous connaissiez la situation palestinienne? Est-ce que vous étiez curieuse par rapport au drame des Palestiniens? Oui, parce que je soignais à mon cabinet à Rennes, en Bretagne, je soignais des réfugiés palestiniens. Donc, j'ai suivi leurs enfants, leurs bébés, et j'ai vraiment compris qu'on ne quitte pas son pays par plaisir. Ces gens qui ont été obligés de quitter Gaza ou la Cisjordanie pour espérer une vie meilleure n'ont pas quitté leur pays par plaisir. Donc, ils se sentaient ils étaient coupés de leur famille, déracinés. Donc j'étais déjà sensibilisée à la cause avant le 7 octobre. On l'a dit tout à l'heure, l'entité sioniste a bombardé via des drones hier l'hôpital le plus important de la bande de Gaza. Une première fois, 5 journalistes et des professionnels de santé se précipitent pour porter secours. Et puis il y a un second bombardement pendant l'évacuation des blessés. Plus cyniquement, comme à son habitude, Netanyahou parle de tragiques accidents. Beaucoup dans les médias officiels, notamment français, malgré les images, les témoignages et d'autres preuves, comme l'ONU qui décrète officiellement la famine. Pourtant, ces médias ou ces porte-voix, malgré tout, ces propagandistes, on va appeler les choses par leur nom, continuent de justifier et soutenir encore ces massacres. Quel est votre sentiment, tout simplement ? De honte.
J'ai honte. J'ai honte d'être française. J'ai honte d'entendre nos médias nationaux parler à longueur de temps d'antisémitisme et d'accorder très peu d'importance à ce qui se passe à Gaza. Très, très peu. Quelques lignes au journal le soir ou quelques secondes, rien de plus. Peut-être, enfin, ils sont peut-être pas tous à mettre dans le même lot. On veut rendre hommage aussi à ces Occidentaux qui tentent d'aider ou de soulager, parfois au péril de leur vie, comme vous. Je sais que vous avez aidé beaucoup de Palestiniens et de Palestiniennes, vous n'avez pas envie d'en parler, je le sais, mais à retrouver leur famille, vous avez aidé des Palestiniens des petits Palestiniens à retrouver leurs parents en dehors de l'enclave de Gaza. Vous avez aussi pris des risques, docteur. Je sais que vous ne voulez pas vous étendre là-dessus, mais c'est la vérité. Vous et bien d'autres à qui on rend hommage aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait vous recevoir. Mhm. J'ai essayé de regrouper, de participer au regroupement de familles de blessés. Et quand j'ai quitté le 5 décembre 2024 la bande de Gaza, j'ai réussi à sortir deux enfants mineurs de 11 ans et 15 ans et de les ramener à leur papa blessé en France et à leurs frères. Et donc d'essayer de recomposer la famille. Ils étaient 6, mais ils ont perdu la maman, ils ont perdu un frère de 10 ans. Mais aujourd'hui, ils vont très bien et je les vois toutes les semaines. Et ensuite, on a continué à essayer de rassembler des familles en France, mais c'est pas leur choix en fait. Ils n'ont pas le choix. Actuellement, il y a beaucoup de Gazaouis qui veulent sortir de la bande de Gaza, mais c'est pas un choix qu'on leur donne. C'est la mort ou la valise. Ils ne peuvent plus survivre. Il n'y a plus rien à Gaza. Avant de tenter de passer vers Gaza, mercredi dernier, vous êtes retrouvé à Amman, en Jordanie. Vous êtes tenu par une clause, on peut le comprendre, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est rapportée la situation apocalyptique à Gaza par les crises, les cellules de crise au sein des ambassades, que ce soit Al-Quds, entre guillemets, à Jérusalem ou en Jordanie? Comment le personnel de ces ambassades observe ou travaille avec ce drame palestinien? Quelles sont leurs orientations, tout simplement? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous donnent pas leurs orientations, mais je sais qu'ils travaillent avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de vocation. Ils essayent au maximum d'aider certains Gazaouis, d'en protéger, de faire tout ce qu'ils peuvent pour les mettre à l'abri. Ils font un travail remarquable, remarquable. Malgré la pression, on peut le dire? Oui, oui, mais tout ça se fait toujours dans la discrétion, dans la confidentialité, mais ils sont d'une humanité et d'un professionnalisme exceptionnel. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre les Gazaouis à l'abri et puis pour que ça s'arrête. Mais bon, Mais pourquoi en théorie ils sont faire, pas bêtes. mais pourquoi en théorie faire ça dans la discrétion? Normalement, on est dans un monde où le droit prime, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi il y aurait des pressions pour apporter de l'aide ou sauver des vies, tout simplement? Comment vous Parce qu'il faut l'expliquez? beaucoup de diplomatie, il faut beaucoup de diplomatie dans ces métiers-là. Donc voilà, dans la diplomatie, il y a aussi du secret, de la confidentialité. Il faut composer avec plusieurs pays, il faut composer avec plusieurs parties. Et il y a des blocages, des déblocages. Moi, je respecte leur travail. Peut-on parler d'une faillite morale de l'Occident officiel? Car on l'a vu, il y a des Occidentaux du quotidien, de tous les jours, comme vous, qui viennent en aide aux Palestiniens. Mais au niveau de la politique officielle occidentale, est-ce qu'il y aurait une faillite? Elle est déplorable, la politique occidentale. Il n'y a pas eu de rupture des accords économiques avec Israël. Nous, en tant que médecins et citoyens aussi de partout, de France, de Suisse, on est allé plusieurs fois au Parlement européen à Bruxelles pour demander qu'il y ait des sanctions, des actes, pas seulement des paroles. Il y a pas d'actes. Il n'y a pas d'acte. C'est bien beau de dire que notre président va reconnaître l'État de Palestine en septembre, mais j'espère qu'il ne va pas reconnaître un cimetière. Donc non, c'est déplorable, déplorable.
Docteur Catherine Le Scolan-Quéré, merci pour votre témoignage et surtout merci pour tout. Au nom de toute l'équipe de l'Échiquier International, je vous dis encore un grand merci et surtout portez-vous bien et à bientôt et bon courage et j'espère vous retrouver très bientôt pour des témoignages un peu plus optimistes. En tout cas, je l'espère. Bien. Mais moi aussi, j'espère. Merci à vous. À bientôt. Merci. L'Échiquier International se conclura avec ces mots. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur RAL24 News. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.